Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite de cette fameuse aventure Les Veilleurs de Architectura, de Gualmech et Guillaume Thévanier. Alors, je me suis un petit peu renseigné sur l'auteur, j'ai jeté un œil sur le net. J'ai pas fait d'enquête approfondie, mais c'est donc un auteur qui est édité pour la première fois au niveau professionnel et j'ai trouvé une nouvelle livre dans un euro, donc en 50 paragraphes, une petite série hein, inspirée des Vermines, c'est-à-dire un monde post-apocalyptique. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que le style d'écriture m'a beaucoup plu. Pour l'instant, c'est Les Veilleurs. Alors, comme j'ai la chance de pouvoir laisser installer mon jeu entre deux sessions de jeu, je me suis surpris à examiner la scène qui est ici et j'ai repéré un numéro que je n'avais pas vu lors de ma première, on va dire mon premier run, enfin le début de mon premier run. Et c'est le numéro 13 qui est ici. Alors, je me demande si j'en ai loupé d'autres, je ne sais pas, je n'en ai pas vu d'autres. Donc on va se rendre tout de suite au 13. Mais avant, je voulais vous dire que j'étais abasourdi par la qualité de ce veilleur. Je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi intéressant. Une évolution du livre dans cette euro quand même super bien, assez tactique, assez stratégique, très très bien écrite, avec un côté dark fantasy auquel je ne m'attendais pas, parce qu'en fait le dessin, je dirais pas qu'il est naïf, mais vous voyez, il est un petit peu pastel, il est un petit peu... il est sympa, il fait pas peur, et je ne m'attendais pas du tout à quelque chose de ce type dans Austerion, pour tout vous dire. C'est une fantastique surprise. Alors concernant les cartes, alors c'est peut-être le côté qui est pour moi le moins bien exploité, mais peut-être que la suite de l'aventure va me faire mentir. On va voir. Alors en attendant, je vais aller me rendre au 13 sur mon chapitre 2 qui est l'auberge de la halte. Alors j'aime bien cette organisation en chapitre parce que je trouve ça plus agréable, plus fluide si vous voulez. L'endroit tranche singulièrement avec tout ce que vous avez rencontré dans cette région. Ailleurs qu'ici, il passerait pour un coin bucolique. Rien de plus. Mais au milieu de la désolation de ces terres qu'on dirait assassinées, il vous donne l'impression d'un havre de paix. Dans les ramures d'un grand chêne, au pied duquel il ferait bon méditer, le vent emporte quelques feuilles mortes qui retombent en un tapis dentelé sur l'herbe grasse. Dans l'écorce rugueuse du vieil arbre ont été gravés quelques mots qui forment une cicatrice brunâtre à peine lisible. Sigi, le roi de l'azur. Ah ben écoutez, rien de plus au pied de cet arbre. Je m'attendais peut-être à découvrir un trésor, voire mieux, mais pas du tout en fait. Alors je vais me rendre ensuite, que je vous montre la carte. Donc j'ai mis un petit truc autocollant au dos de cette carte, vous voyez, c'est magique, ça tient tout seul sur ma carte, je vais pouvoir la déplacer comme je vais. Je peux décoller bien entendu comme je veux. Donc je vais me rendre, je vous fais un gros plan, donc j'ai exploré le moulin mine Trogor qui est ici, et je vais devoir explorer le tombeau du roi et puis la tour des scribes qui m'a été indiquée comme peut-être porteur d'une petite statuette. Donc je vais commencer par le tombeau du roi. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre 3 et l'autre c'est le chapitre 4. C'est aussi bête que ça. Donc le tombeau du roi, ça sera le chapitre 3. Donc je me rends au 1, parce que là je n'ai pas de paragraphe précis sur lequel je dois me rendre. Alors, on va se mettre à l'aise comme ceci. Vous ne pourrez visiter cet endroit qu'une seule fois. Si vous avez déjà exploré ce lieu, consultez la carte de Morneval afin d'effectuer un nouveau choix. Bordant un plateau aride où ne poussent que la rocaille et des buissons d'épines, les soubresauts d'une lutte dans les profondeurs du continent ont érigé les collines chauves comme autant de vagues pétrifiées. Suivant les indications de votre vieux compagnon d'armes, vous traversez la vaste étendue cendreuse en direction de ces éminences arrondies.
Le vent incessant mugit sans relâche et soulève des nuages de poussière, ocre, qui se dressent en murailles brouillant l'horizon. Vous inspectez sans succès les reliefs monotones aux sommets émoussés, arpentant d'obscurs sentiers désertés des vivants qui déroulent leurs innombrables lacets jusqu'au creux des combes empoissés d'ombre. Comprenant que cette piste est vaine, vous décidez, au terme d'épuisantes fouilles, de quitter ces reliefs quand le crépuscule vous surprend sur le chemin du retour. Vous vous souvenez de la première nuit en Manneval et des goules en chasse, mais il est désormais trop tard pour regagner l'auberge. Vous n'avez plus qu'à rester aux aguets et attendre les premières lueurs d'un nouveau jour. Vous vous mettez en quête de bois sec afin d'allumer un bon feu. Adossé à un effleurement rocheux, vous scrutez la noirceur du monde éteint. Rendez-vous au 1. Éreinté, bercé par le crépitement des flammes qui dansent sur leur lit de braise, vous commencez à dodeliner de la tête, les paupières alourdies par la fatigue. Un craquement sec retentit soudain. Vous recouvrez immédiatement vos esprits, conspuant votre manque de vigilance, avant de bondir sur vos pieds. Le bruit étrange résonne de nouveau, là, quelque part à proximité. Vous allumez une torche en pin dont la résine s'embrase aussitôt. Votre arme dans l'autre main, vous quittez le cercle de lumière et de chaleur dispensé généreusement par le feu de camp avant d'être happé par les ténèbres glacées qui s'imposent en leur royaume. Désirant connaître l'origine de ces manifestations sonores, vous poursuivez votre exploration des ombres. À chaque pas, la densité de la nuit paraît encore plus palpable. Si vous êtes Al-Kashra, testez prescience. En cas de réussite, rendez-vous au 30. Dans tous les autres cas, rendez-vous au 8. Eh bien, je vais me rendre au 8. Le livre n'est pas facile au niveau de la reliure. Je galère un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, elle est solide, c'est déjà ça. Drapé de noirceur, vous vous avancez tel un fauve prêt à riposter à la moindre alerte. Mais lorsque vos semelles glissent sur la pierre froide d'une dalle patinée, vous vous demandez si vous n'êtes pas le jouet d'hallucinations. Bras tendu, vous balayez la zone de votre torche dont la flamme vacille dans un vombrissement rauque. Des ruines. Impossible que vous ne les ayez pas remarquées lorsque vous dressiez le camp. Vous repensez aux circonstances de votre arrivée dans la région. Votre ami agonisant, les derniers vestiges de l'antique forteresse, l'assaut des goules. Tout ici ne paraît que souvenir douloureux, décombres entassés, réminiscences de batailles acharnées, hallucinations, apparitions, comme autant de stigmates pervertis d'une époque révolue. Cet endroit où se propagent encore les échos de la guerre peine à oublier ces temps de désastre. Sur cette terre gorgée de sang et de larmes ne prospère que le désespoir. Des murs en lambeaux semblent avoir surgi du néant. Hormis vous, seuls les fantômes de soldats daignent s'aventurer dans ces vestiges funestes. Le frôlement des feuilles mortes, balayées par le vent sur les dalles déchaussées de l'ancienne cour intérieure, trahit leur murmure. Instinctivement, vous raffermissez votre prise sur le manche de votre arme. Si vous choisissez d'inspecter un alignement de colonnes dont les ombres massives apparaissent sur votre droite, allez au 21. Si l'amoncellement de gravats sur lequel a poussé un étrange arbre noueux couvert de fleurs blanches vous intrigue, rendez-vous au 13. Enfin, si vous préférez regagner le campement et rester sur le qui-vive et patienter jusqu'au matin, allez au 4. Eh bien, je vais me rendre au 13 en espérant que ça ne soit pas un porte-malheur, pour tout vous dire, ce numéro 13. Au centre des ruines, des pierres anguleuses de toute taille forment une terre instable, surmontée par un arbre à l'écorce noire. Malgré les bourrasques nocturnes, les fines fleurs aux pétales presque translucides qui ornent la ramée restent parfaitement immobiles, insensibles au courroux du vent. Tentez esprit. En cas de succès, rendez-vous au 26, sinon rendez-vous au 20. Reprenons ma petite feuille de personnage. Je vous rappelle qu'en esprit, j'ai un simple modificateur de +1. Ça va être un peu léger. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. 5 + 1 = 6. C'est réussi pour ce jet.
Alors, je vais au 20. Vous escaladez l'éboulis pour tenter de comprendre comment l'arbre a pu pousser sur ce pierrier infécond. Vous recevez sans broncher la gifle des rafales mugissantes et, malgré l'obscurité, devinez la falaise toute proche. Son apic vertigineux tranche singulièrement avec le versant docile que vous avez gravi. Ainsi perché, vous dominez toute la vallée qu'éclaire momentanément un éclat de lune. Vous écarquillez les yeux. La langue grouille de goules hideuses qui errent en tous sens, telle une armée en déroute. Mais lorsqu'un lourd nuage menaçant obscurcit de nouveau les cieux, elles se remettent en marche, réanimées par les ténèbres. Certaines rampent au sol comme des insectes répugnants, d'autres progressent par bonds convulsifs, tandis que la plupart courent frénétiquement. La lumière, pensez-vous, voilà ce qui les tient à distance des vivants. Vous sautez prestement à bas du monticule pour rejoindre aussi vite que possible votre campement. Rendez-vous au 4. Ça y est. Je suis renvoyé prestement vers le campement, j'en suis surpris, mais écoutez. Vous redoutez que votre campement soit assailli dans la nuit interminable. Il vous faut lutter pour rester éveillé. Sans relâche, vous nourrissez le feu de tout ce qui peut servir de combustible pour que le cercle de lumière demeure le plus intense possible. Pourtant, les bruits s'estompent avec l'horreur et un matin pluvieux vient vous relever de cette longue garde. Comme vous y attendiez, les ruines nées des ténèbres ont disparu pour ne laisser à leur place qu'une étendue grise et caillouteuse. Malgré la bruine, vous vous pelotonnez un moment, enveloppé par la chaleur du campement, jusqu'à ce que les flammes agonisent. Vous récupérez 3 points de vie. Abandonnant les collines décharnées, vous reprenez votre route. Consultez la carte de Morneval afin de choisir votre prochaine destination. Bon, je n'ai pas pu faire grand-chose sur ce run, je dirais, parce que j'ignore si la chance a été avec moi ou non. Vers où je vais me diriger? Eh bien, écoutez, vers la tour des scribes. C'est au chapitre 4. Donc, j'y vais. Chapitre 4. La tour des scribes. Au cœur d'un dense sous-bois se dresse une tour tordue. Assemblage hétéroclite d'étages disparates qu'aurait imaginé une délégation d'architectes extravagants. Improbable construction aux angles compliqués, il est encore plus improbable qu'elle tienne toujours debout. Vous avez récolté à l'auberge quelques informations au sujet de cette demeure. Elle aurait appartenu à un magicien ombrageux, Anacrorète taciturne, étudiant l'histoire d'Ostérion. Il aurait trouvé ici le calme nécessaire à ses studieuses recherches. Par l'unique chemin desservant l'endroit, colporteurs, messagers, marchands, coursiers ou mandataires défilaient depuis les 4 coins du continent. Ils convoyaient les grimoires et ouvrages des plus rares aux plus inestimables que le sage acquérait inlassablement, usant d'une fortune aux origines bien mystérieuses. Malgré son appétence pour la solitude, le propriétaire s'entoura de disciples alors que sa collection grandissait. Néanmoins, il imposa le silence et l'ascétisme en échange de l'accès à son immense bibliothèque. Aventuriers en quête de connaissances, adeptes des sciences occultes, historiens, astrologues et cartographes affluèrent. Leur rôle était tout à la fois de gérer l'intendance de cette communauté nouvelle et de consigner les notes et réflexions du maître des lieux sur des parchemins enluminés. On nomma ces âmes éprises de savoir les scribes, et à la mort du magicien, des générations de lettrés se succédèrent pour continuer à faire de ce temple le temple de l'érudition. L'histoire ne disait pas pourquoi la tour était désormais abandonnée, ni ce qu'il y était advenu des lecteurs et de leur formidable collection. Si vous avez déjà exploré ce lieu, allez au 17. En revanche, s'il s'agit de votre première visite, rendez-vous au 1.
À distance du bois sombre qui se profile à l'horizon, vous entreapercevez le sommet de la tour éprenez les augustes frondaisons. La construction est bien à l'image de sa réputation. Ces murs de guingois s'élèvent dans un joyeux désordre et certains étages en ensorbellement semblent prêts à basculer dans le vide. Un chemin bien tracé, creusé d'ornières, s'enfonce droit dans la futaie. Les ramures des arbres qui le bordent composent une voûte aux entrelacs ligneux lui conférant l'apparence d'un tunnel sylvestre. Si vous possédez le don communion tellurique, rendez-vous au 12 avant de poursuivre la lecture du paragraphe. Ce n'est pas le cas. Vous hésitez entre sagesse et rapidité. Si vous souhaitez rester sur le chemin, allez au 21. Si vous préférez le longer en coupant à travers les taillis, rendez-vous au 8. Je vais rester sur le chemin au 21. Vous estimez avoir perdu assez de temps et que plus vite vous trouverez des réponses à vos questions, plus rapidement vous pourrez localiser le portail. Après tout, vous n'êtes qu'un simple voyageur et rien ne vous interdit d'arpenter les chemins de ce pays. Vous avancez d'un bon pas et disparaissez sous les houppiers qui filtrent la faible luminosité du jour hésitant. Un peu plus loin, alors que vous franchissez un pont rudimentaire qui enjambe un maigre ruisseau, des soldats en haubert de mailles font irruption de part et d'autre du modeste ouvrage. Halte s'emporte l'homme de tête. Il vous barre le passage, une main sur la garde de son épée encore au fourreau. Le casque à armet qu'il porte fièrement masque son visage et déforme sa voix qui prend des intonations métalliques. D'un coup d'œil circulaire, vous dénombrez les protagonistes et vous estimez méthodiquement leur potentiel de combattant. La forêt est interdite, étranger, poursuit celui que vous pensez être l'officier. Je ne fais que passer, je ne cherche pas d'histoire, expliquez-vous sans émotion particulière. Tentez esprit et souffrez un modificateur de -2 pour cette tentative de persuasion désinvolte. En cas de réussite, allez au 3. Un échec vous conduira au 10. Allez, alors j'ai +1 en esprit. Eh bien, c'est raté. C'est raté, et même avec un point d'héroïsme, c'est raté. Donc, on n'en parle pas. Un échec me conduira au 10. Ah ouais, poursuit l'homme ombrageux sans cacher son animosité. Et qu'est-ce que tu viens faire dans le coin, hein? Déjà, montre voir un peu ta trogne, pour commencer. J'aime bien savoir à qui je cause. L'affaire paraît mal engagée. Sur un signe de tête de l'officier, les soldats dégainent leurs épées et s'approchent, menaçant. Vous allez être découvert et ne pouvez accepter l'idée d'être empêché dans vos recherches. Si vous possédez le don danse des lames ou réflexe éclair, allez au 23. Dans le cas contraire, allez au 5. Le 5, je ne me trompe pas de chapitre. Pas d'autre choix que de se battre. Vous saisissez votre arme et sautez par-dessus le parapet du pont, vous réceptionnant dans le ruisseau famélique et vous évitant d'être encerclés. Galvanisés par leur supériorité numérique, les soldats vous attaquent avec l'ardeur propre aux confiants. Alors, ce sont des fantassins réguliers et c'est le deuxième combat de ces ouvrages, les veilleurs. Ça va être plus dur que les rats rencontrés dans le grenier de l'auberge. Donc, point de vie 18, défense 2, combativité 1D plus 3. Donc, il ne faudra pas que j'oublie, je me demande si je n'ai pas oublié sur les rats, le bonus au test lorsqu'ils étaient blessés, c'est probable. Alors, organisation militaire, -1 au test de combat tant que les points de vie des soldats sont supérieurs à 13. C'est dur. Communication tellurique, don, +1 au test de combat pour le premier tour, bonne fortune, don, +1 au test de combat pour toute la durée du combat. Ben, ce n'est pas le cas. Ça va être difficile. Alors,
Donc ils ont 18 points de vie. 18 points de vie, comme les rats. Les rats avaient 18 points de vie. Et puis je vais lancer mon premier dé. Et donc direct avec un malus de -1, mais j'ai +2 encore. Donc ça me fait un +1. Alors pour ce premier jet de dé, je vais cette fois-ci utiliser un point d'héroïsme pour me mettre un bonus de +2, ce qui me donne un total de +3, pourvu que je ne fasse pas un 1 sur ce premier jet, sur ce premier tour. 2 plus 3, eh bien ça fait 5, et donc c'est une réussite. Alors je prends la table des combats, il est vraiment difficile à manipuler ce livre. Trop rapide pour ces soldats dépassés, vous touchez sérieusement plusieurs d'entre eux. Le doute tord leurs traits et éteint leur regard. Infligez-leur une blessure et bénéficiez d'un modificateur de +1 pour le prochain test de combat. Ça, c'est très bien. Alors, je vais lancer donc un dé plus 4 pour les dégâts. 1 plus 4, ça fait 5, donc ils sont à 13. Est-ce qu'ils ont toujours le bonus? Alors, c'est pas supérieur à 13, c'est à partir de 14, supérieur à 13, donc ils n'ont plus le bonus, enfin, je n'ai pas le malus de -1. Donc, sur ce deuxième tour d'attaque, je vais avoir un bonus de +2 de corps et +1 grâce au coup que je viens de porter. Donc, à nouveau, +3, mais là, sans point d'héroïsme. 4, ça fait 6. Ça doit leur faire mal, ça doit être du critique. Vous prenez un ascendant rapide sur les soldats. Ah, j'ai oublié de leur déduire leur... Non, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de leur déduire leur défense. Donc 2 points en plus, donc ce qui fait qu'ils sont à 15. Donc ils ont toujours le bonus de +1, enfin leur bonus de -1 sur le jet. J'espère que vous vous y retrouvez. Enfin, moi je pense que ça va à peu près. Et ça reste un 6 quand même. Et donc ça reste une blessure critique. Alors je reprends ça sous les yeux. Vous prenez un ascendant rapide sur les soldats que vous surclassez et hontément. Infligez-leur une blessure critique. Donc 1 dé plus 4 que je vais multiplier par 2 si j'ai bien suivi. 6 plus 4, 10 multiplié par 2. Ils sont rayés de la carte. Et donc je peux me diriger vers le trésor. Trésor, lancer un dé sur 1, 1, 4. Un cataplasme de soins permet de récupérer jusqu'à 2 PV en une application, en dehors d'un combat. Sur 5 à 6, des bracelets en bronze de l'ours, artefact ancien. On ne sait pas à quoi ils servent, mais on va voir ça. Allez. Eh bien 6, ça sera donc bracelet en bronze de l'ours. Je note. Alors j'avais 2 combats à +3. Ouais, ils étaient tués en un tour parce que j'avais affûté mon arme et j'ai oublié. Comme j'ai écrit tellement mal, j'ai oublié. Voilà. Eh bien écoutez, j'aurais pas... tant pis. Alors est-ce que j'aurais dépensé mon point d'héroïsme sachant que j'avais ce +3 ouais, mais c'est +3 à chaque blessure. Donc en fait, je pense que je l'aurais dépensé quand même, mon point d'héroïsme. Donc il ne me reste qu'un seul combat avec ce bonus. Il ne faudra pas que j'oublie. Donc je note bracelet en bronze de l'ours. Bracelet en bronze de l'ours. Je ne sais pas à quoi ils servent, mais je pense qu'on le saura bientôt. Si vous sortez victorieux de cet affrontement, rendez-vous au 28. Alors le 28. Le 28.
Le corps des soldats gise dans les fourrés, il ne faudra pas longtemps avant que le reste des troupes massées ici s'en aperçoivent. Notez le code patrouille sur votre fiche de personnage. Puisque l'option de la discrétion a échoué, vous devez agir au plus vite et ne craignez plus de mobiliser vos propres forces. Utilisant le moyen de communication dédié avec votre second, vous entreprenez de cacher les cadavres dans les taillis en attendant que vos guerriers vous rejoignent. Rendez-vous au 2. Alors, le mot-clé patrouille. Et je me rends au 2. Tous vos guerriers ont répondu à l'appel, prêts à en découdre. Il faut maintenant établir une stratégie d'attaque. Si vous possédez le code d'un repérage précis, rendez-vous au 39, sinon allez au 31. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser des points d'héroïsme lors des combats de masse pour influer les tests affectant vos unités. Ok, je vais au 31. Placez devant vous le plan 1 de l'assaut de la tour des scribes et vos troupes, vos 3 cartes troupes en position sauf. Alors, fait chier ce bouquin. Excusez. Alors, le plan 1, on va prendre ça. Le plan 1. Encore faut-il que je le trouve, n'est-ce pas? Le monastère, l'assaut de la tour des scribes. Le voici. Alors, voici comment ça se présente, ce plan. Chemin forestier, 8 ruisseaux de morte-pierre. Est-ce que ça symbolise nos unités? Je ne sais pas. C'est possible. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Et donc, j'ai mes 3 unités qui sont sauf. Alors, comment je symbolise qu'elles sont sauf? Ah ben, elles sont tout simplement redressées. Ok, hop. Allez, continuons. Si vous concentrez l'ensemble de vos forces en une attaque rapide frontale par le chemin principal, rendez-vous au 26. Si vous décidez de remonter avec vos troupes par le ruisseau presque à sec avant de couper à travers bois dans le but d'éviter les patrouilles, rendez-vous au 35. Je vais me rendre au 35. Ça me paraît plus habile. Prudent. Vous choisissez la voie détournée, vous remémorant l'existence de ce ruisseau presque asséché qui traverse le bois. En remontant son cours bordé de hautes fougères, vous avez de bonnes chances de passer inaperçu. La réussite est avec vous pendant la première partie de votre incursion, mais tandis que vous approchez de votre objectif, des cris résonnent. 2 patrouilles accompagnées de chiens de guerre vous ont repéré. Le combat s'engage. Lancez un dé pour 2 de vos unités. Si le résultat est de 1 à 3, la troupe subit un revers. 4 à 6, la troupe est indemne. Si vous avez noté le code patrouille, vous pouvez relancer une fois le dé. Vous avez aussi l'occasion de relancer une fois un dé en échange d'un sacrifice de 3 points de vie. Alors, reprenons un petit peu la fiche d'aventure. L'instinct du guerrier, pour l'instant, je n'ai pas compris à quoi il servait. Est-ce que je ne sais pas où est-ce que j'ai un +1 avec ce don. Il faudra peut-être que je relise la règle, j'ai pas vu. Commandement. Lors des combats impliquant des troupes, si le texte indique que votre unité submet un revers, lancez un dé sur un 5 et un 6. Vous pouvez ignorer cette injonction, la troupe est concernée et sauve. Une fois au cours de l'aventure, vous aurez l'occasion d'invoquer à nouveau une carte troupe dont vous avez été obligé de vous défausser. Elle peut rentrer en jeu immédiatement, on ne va évidemment pas se servir de ça pour l'instant. Alors, sur quelle troupe je vais lancer un dé? Alors, le tout est de savoir quelles sont les troupes les plus utiles. Bon, écoutez, je vais décider que les arbalétriers et les éclaireurs vont lancer un dé pour savoir si elles subissent un revers ou non. Donc, on va commencer par les éclaireurs. Elle subit un revers, mais sur un 5 ou un 6, je peux l'éviter. Eh bien, c'est raté.
Donc mes éclaireurs subissent un revers. Ensuite, on va passer aux arbalétriers. Elles subissent un revers, et sur un 5 ou un 6, je peux l'éviter. Et bien voilà, donc je dois les mettre, ne pas oublier, je vais mettre comme ça, donc elles ont subi un revers. Ça, c'est extrêmement fâcheux. Alors, si vous avez noté le code patrouille, vous pouvez relancer une fois un dé. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je vais rester là. Je crois que c'est peut-être très dangereux de perdre des unités. Donc, on va dire qu'à la deuxième, j'aurais relancé le dé. Donc, je vais faire un petit essai. Vous m'autorisez ça contre 3 points de vie. Eh bien, c'est pareil, mais par contre, je perds 3 points de vie. Voilà, donc je suis légèrement blessé, je n'ai pas de malus, je passe à 19. Rendez-vous au 44. Vous finissez par vaincre vos adversaires et parvenez en vue de la clairière où se dresse la tour. Notez le code avant-garde et rendez-vous au 32. Mais c'est presque un wargame, hein. Alors, avant-garde. Et je me rends donc au 32, on a dit. Si vous avez noté le code avant-garde, rendez-vous au 37, c'est bien ça. La forêt s'éclaircit et vous découvrez enfin la clairière, où les hommes du baron de Morneval ont installé un campement à proximité de la tour. Les tentes basses, aux toiles alourdies, fichées en terre par des haubans tressés, semblent faire le siège de l'antique bibliothèque. Alertés par votre approche et les escarmouches avec les patrouilles, les soldats s'organisent déjà en ordre de bataille. Les lanciers pointent leurs fers acérés, les épéistes flanquent leur position et en seconde ligne, les arbalétriers s'échinent à tendre leurs crânequins. Derrière eux, le capitaine de la compagnie aboie ses ordres. Si vous possédez encore votre troupe à distance, allez au 33. Dans le cas contraire, rendez-vous au 13. Je la possède encore. 33. Vous ordonnez aussitôt à vos troupes à distance de déclencher leurs tirs avant que la formation ennemie ne soit tout à fait en place. En écho à votre injonction, une pluie de fer grêle le ciel pommelé au-dessus de la clairière avant de s'abattre sur les hommes désemparés. Des cris étranglés montent de la ligne désunie des soldats du baron. C'est le moment d'embraser la plaine. Vous chargez à la tête de vos guerriers galvanisés, mais les arbalétriers répliquent tandis que le fantassin adverse tente de serrer les rangs. Le choc des deux hostes est terrible. Premier tour. Lancez un dé pour chacune de vos unités. Si le résultat est de 1 à 3, la troupe subit un revers. 4 à 6, la troupe est indemne. Vous avez l'opportunité de relancer une fois un dé en échange d'un sacrifice de 3 points de victoire. Si vous reste des troupes, engagez le second tour. Ok, mais ça va être dur, hein, ça va être super dur. Alors, si je sacrifie encore 3 points de vie, j'ai pas de malus. Donc je pense que je vais très certainement relancer au moins une fois un dé. Donc pour chacune des troupes, on va commencer par les sectateurs. 5, tout va bien. Ensuite, je vais continuer avec les arbalétriers. 4, tout va bien. Et je termine avec les éclaireurs. 4, tout va bien. Et bien là, pour le coup, ça se passe super bien. S'il vous reste des troupes, engagez le second tour d'une mêlée toujours aussi sanglante. Lancez un dé pour chacune de vos troupes. Si le résultat est de 1, la troupe est en déroute. De 2 à 3, la troupe subit un revers. Et de 4 à 6, la troupe est indemne. Vous avez l'opportunité de relancer un dé en échange d'un sacrifice de 3 points de victoire. S'il vous reste des troupes actives, état sauf ou harcelé, issu du deuxième tour, rendez-vous au 27. On peut l'espérer.
Alors, pour les sectateurs, allons-y. 5. La troupe est indemne. Les arbalétriers. 2. La troupe subit un revers. Alors, je vais dépenser 3 points de vie pour relancer le dé. 1. La troupe est en déroute. Mais c'est pas possible, hein, j'ai pas de chance. Alors, non seulement je perds 3 points de vie, donc je passe à 16. Et les arbalétriers sont finis. Les éclaireurs, ça compte pas. 2. 2, c'est pas possible. Et bien, la troupe subit un revers, donc les éclaireurs sont défaussés. C'est dur. Il suffit un petit quelque chose, mais bon, après je me suis pas trompé, je vais au 41 puisqu'il me reste une troupe. Attendez, je vois. Si toutes vos forces sont en déroute, allez au 41. Ouf. Non, c'est le 27. Autant pour moi. Vous ne l'avez pas vu la caméra, mais j'ai verdi. Victoire, vous avez gagné la bataille. C'est une étape décisive que vous venez de remporter. Vous avez l'opportunité d'explorer la bibliothèque de la tour afin d'en percer un peu l'aspect mystère nourri par les propos de votre vieux compagnon agonisant le soir de votre arrivée en Morneval. Cependant, quelques survivants parmi les soldats ennemis cherchent encore à s'échapper. S'ils parviennent à tromper la vigilance de vos guerriers qui les ont pris en chasse, votre présence sera fatalement rapportée au seigneur de Morneval. Il ne manquera pas de rassembler ses forces pour vous faire chèrement payer cet affront. Reste à savoir si vous avez fait le nécessaire pour que leur fuite soit impossible. Si vous avez noté le code enclos, allez au 36, sinon allez au 16. Malédiction. Quelques fuyards ont réussi à rejoindre un enclos à chevaux et galopent à bribes abattues, loin de vos épées et hors de portée de votre trait. Vous maudissez votre manque de vigilance car il est certain que votre coup de force pour vous emparer de la tour sera rapidement éventé. La nouvelle de votre présence en Morneval va se répandre comme une traînée de poudre et l'ennemi cherchera à vous devancer pour vous éliminer. Prenez la carte alerte dans la pile et placez-la devant vous côté rouge visible. Cela signifie que vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière et qu'il sera compliqué de passer inaperçu désormais. Toutefois, vous pouvez dépenser 5 points d'héroïsme pour contrevenir à votre malchance et forcer le destin à envoyer les soldats du baron dans une improbable embuscade de brigands de grand chemin dont ils ne sortiront pas vivants. Dans ce cas, tournez la carte verte face verte apparente. Cela signifie que pour le moment, vos ennemis ignorent tout de votre présence. Alors voici la carte verte, enfin côté vert, côté rouge. Alors moi, je vais la laisser côté verte et je vais sacrifier 5 points d'héroïsme, ce qui me met à 3 points d'héroïsme. Je sens que c'est trop dangereux, si vous voulez. 48. Alors. Aïe. Vous n'avez malheureusement pas le loisir de vous attarder ici aussi longtemps que vous le souhaiteriez. Il vous faut accumuler le maximum de renseignements pour localiser le portail et comprendre ce qui se joue dans cette singulière région. Vous grimpez jusqu'au perron, flanqué de statues de griffons, et pénétrez dans la tour. Chaque étage recèle des trésors, matériel d'alchimiste, fossiles, objets étranges et animaux fabuleux empaillés. Les collections défilent sous vos yeux au rythme de l'impressionnant escalier en collimation qui déroule inlassablement ses marches gironnées. Juste en dessous des appartements du magicien, vous aboutissez enfin dans la vaste bibliothèque. Les rayonnages ploient sous la charge des manuscrits et des grimoires stables et des grimoires, pardon. Les tables sont encombrées de parchemins, cartes et rouleaux de papier noirci d'encre. Les souris et les rats ont commencé à grignoter les plus appétissants et une nuée d'entre eux se disperse à votre arrivée. Vous ne savez pas où donner de la tête. Entre les lutrins baignés de lumière, les étagères qui débordent,
les recoins mangés d'ombre. Disposez devant vous les fiches F1 et F2 et examinez-les bien. Quand vous jugerez n'avoir plus rien à apprendre, quittez la tour. Vos troupes restantes iront panser leurs blessures dans leur bivouac, tandis que vous pourrez continuer votre aventure en fonction des informations obtenues et lieux révélés. Si toutefois vous n'avez nulle part où aller ou que les destinations auxquelles vous vous rendez n'apportent rien dans la progression de la quête, il vous faudra alors renoncer la mort dans l'âme. Rien que ça. Bien, alors on a dit les F1 et F2. F1 et F2. Alors j'ai la F2, mais je ne vois pas la F1 qui se trouve. Je cherche un peu, hein, je m'excuse. Où est-ce qu'elle est passée? Je vous montre la F2 et puis je vais faire une petite pause pour trouver l'autre. Alors me revoici. Donc voici l'intérieur de la tour des scribes. Alors, donc voici un premier ouvrage en 22. On va aller voir ça si vous êtes d'accord. 22. Bien dissimulé, ce livret plié et écorné se révèle être un journal intime. Il est rédigé de la main d'un aventurier sans le sou, Thaled, qui a séjourné dans la tour quelque temps il y a une dizaine d'années de cela. Vous comprenez assez vite qu'il était davantage attiré par la perspective du gîte et du couvert, en échange de quelques tâches domestiques, qu'animé par l'insatiable désir de connaissance. Les premières pages racontent le quotidien assez rébarbatif et monacal de cette singulière communauté d'érudits. Le ton change rapidement au moment où le vagabond subtilise un artefact dans la collection d'œuvres d'art du maître des lieux. Il le nomme le roi de l'azur. Il s'agit probablement d'une statuette représentant un oiseau de proie, mais la façon qu'a Thaled de l'évoquer dénote une fascination étrange qui s'apparente à une dévotion presque fanatique. La nature magique de l'objet et la puissante aura qu'il dégageait a sans doute dû altérer l'esprit de son nouveau propriétaire qui, jour après jour, tombait dans un délire halluciné. Il se persuadait que les autres pensionnaires de la tour cherchaient à s'emparer de son bien le plus cher. Je les entends chuchoter à travers les murs, je les entends, tous coupables, tous jaloux. Ils pensent que je suis dupe, que je ne me doute de rien. Ils sont convaincus qu'ils pourront me berner et te dérober, toi, roi de l'azur. Dans les ténèbres froides des nuits d'hiver, ils ourdissent des plans perfides. Je les entends, hypocrites, fourbes, mais n'aie crainte, ils ne s'empareront pas de toi, je te le promets. Demain, nous fuirons tous les deux. Je te cacherai dans cet endroit que j'affectionnais dans ma vie d'avant. Je dénicherai bien une place comme palefrenier et toi, tu te reposeras à l'envi, bercé par le vent tiède dans les frondaisons. Dors tranquille, je veillerai. Dès qu'ils seront assoupis, nous partirons. Le texte se termine brutalement. Si d'aventure vous aboutissez à un paragraphe où il est question de roi de l'azur, mais je sais où c'est, ajoutez le chiffre 22 au numéro de section afin de découvrir le secret de Thaled le vagabond. Nom de Dieu, mais je sais où c'est à la taverne. Alors, plus 22, roi de l'azur. Je suis impatient de découvrir ce qu'il y a au pied de cet arbre. Alors, on reprend l'exploration qui est ici. Alors ici, nous avons un 11 qui est, ma foi, très visible. Donc, je vais essayer le 11. Le miroir posé sur ce magnifique lutrin est splendide. Chaque page est une œuvre d'art, ornementée d'enluminures somptueuses d'or et d'argent.
Vous tentez d'en lire quelques bribes. Effectuez un test d'esprit, appliquez un modificateur de -4 au résultat, car l'idiome utilisé est particulièrement rare et verbeux. En cas de réussite, allez au 29. Si c'est un échec, rendez-vous au 46. Ah ouais, mais attention, là, test d'esprit avec un modificateur de -4. Bon, bah, je suis obligé d'utiliser un point d'héroïsme si je veux avoir une chance de réussir. Donc il ne me reste que 2 points d'héroïsme. 2 points d'héroïsme, donc je vais avoir +2, +3 en tout avec le modificateur d'esprit, mais j'ai un -4, ça me donne un -1. Eh bien, ça fait 4, c'est une réussite. Grâce à mon point d'héroïsme. Je vais au 29. Malédiction, ce n'est qu'un vulgaire livre de cuisine. Je ne me suis pas trompé? C'est pas possible. Je ne suis pas trompé. Ce n'est qu'un vulgaire livre de cuisine probablement rédigé par des gnomes aux pieds velus. Vous reconnaissez bien là leur propension à la démesure et à leur style logoréatique. Alors j'apprends plein de mots en le lisant ce livre. Logoréique. Quand il s'agit de claironner leur amour de la nourriture. Bon, eh bien écoutez, c'est un attrape-nigo, chers amis. Alors, y a-t-il autre chose dans cette bibliothèque? Nous sommes évidemment certains que oui. Alors, bon, là je ne vois rien du tout. Alors, l'escalier ou la bibliothèque d'à côté, voyons ça. J'ai repéré le 49. Le 49 et le 43. Et ici le 38. Mais il y a plein de choses. Hein. Allez, on va commencer par le 38 parce qu'il est vraiment pas facile à repérer. Enfin, il est modérément facile à repérer. 38. La plupart des livres aux pages jaunies relatent en détail l'histoire d'Ostérion, sa géographie, ses mythes et ses légendes. L'un d'eux, à la couverture sombre et cousue de fil d'or, attire plus particulièrement votre attention. Vous le feuilletez distraitement lorsque vous tombez sur une esquisse d'un cavalier chevauchant une monture effroyable aux naseaux tachés de sang. Cela vous évoque aussitôt une bien désagréable rencontre, pas si lointaine. Sous le dessin est marqué en gros caractères « Les dévoreurs ». Vous lisez avec intérêt la description qui en est faite. Au fil du temps, on a rapporté la présence de 8 de ces créatures, mais peut-être en existe-t-il d'autres. Leur accoutrement est similaire. Des haillons sordides et noirs, une cape effilochée. Sauf Lure, le seul que l'on a nommé. Il est leur chef, peut-être même leur maître, et sa puissance est sans commune mesure. Lui arbore un long manteau pourpre et manie l'orgun, une hallebarde dont la lame fut forgée dans le feu primordial qui brûle sans fin dans le ventre d'Ostérion. Vous tournez quelques pages. On ne sait pas de quel noir abysse ils ont surgi. Les dévoreurs ont déferlé sur Ostérion comme un cauchemar épouvantable, accompagné d'une nuée de non-morts qui s'égrènent dans leur sillage nauséabond, tels des ravageurs dans un champ de blé. Une chose est pourtant sûre, ils se nourrissent de la magie, et leur appétit est insatiable. Comme les vampires boivent le sang de leurs victimes, aspirant leur essence vitale, ces monstres absorbent les flux d'énergie, les vident de leur substance, accroissant leur force tout en exaltant leur soif. Plus les objets ou artefacts concentrent un pouvoir important, plus leur voracité est stimulée. Leur convoitise paraît sans limite. Par chance, il est très rare de les voir réunis au même endroit.
Solitaires et taciturnes, ils arpentent inlassablement les quatre coins du monde dans une quête perpétuelle, jamais assouvie. Seul un événement incroyable, tel une éruption magique sans précédent, pourrait les coaliser, les lier afin d'accomplir un destin commun. Ce jour-là, il faudra s'inquiéter, non pas de leur présence, mais de la chose qui les aura attirés. La suite du compendium énonce les forces et les faiblesses des dévoreurs, à l'exception de Lure. Si d'aventure vous deviez vous confronter à l'un d'entre eux, vous pourriez en tirer quelque avantage. Mentalement, vous tentez de retenir l'essentiel. Notez le code, le défaut de la cuirasse. Le défaut de la cuirasse. Eh bien, c'est très bien. Alors ensuite, 49. C'est pas loin. Il y a effectivement plein de choses dans cette bibliothèque. 49. Vous tirez des rayonnages un ouvrage à la reliure usée qui attire votre attention. Au fil des pages, l'auteur décrit des créatures liées à la magie qui ont jadis peuplé le continent. L'ensemble compose un inventaire surprenant de créatures oubliées ou disparues dont vous n'aviez jamais eu connaissance. L'une d'elles, qu'il nomme Gwenuran, hanterait un marécage qui se situe non loin d'ici en Morneval. Elle serait une sorte de gardienne, garante de l'équilibre de la nature, comme le précise le rédacteur de ces lignes. Plus loin, il explique le rite d'invocation de cet être qui nécessite de posséder une de ses cornes et d'y verser son sang, avant de rendre l'appendice d'ivoire à un marais, un cours d'eau, ou bien de l'enterrer dans un seul meuble à l'abri de la lumière. Par le sang versé, je t'invoque, esprit du marais, gardienne des saules et de secrets enfouis. Vous ignorez si cela peut avoir un quelconque rapport avec votre quête, mais par acquis de conscience, vous mémorisez le rituel et la position du marais gémissant. Ajoutez sur le plan de Morneval la carte lieu numéro 4 et poursuivez vos recherches. Alors, le 4, la voici. Le marais gémissant, chapitre 6. Bien, alors je la mettrai tout à l'heure parce que pour l'instant mon plan est caché. Alors il me restait quelque chose, il me restait le 43, j'avais trouvé combien de numéros? 3. J'ai le 38, le 49 c'est fait. De toute façon on va faire le 43, je vais tous les faire évidemment, le 43. Voilà, un plan de Morneval et des parchemins poussiéreux vous apporte de précieuses informations. Il n'est pourtant pas fait mention d'un portail, mais d'un sanctuaire. Vous comprenez qu'il s'agit bel et bien de l'objet de votre quête. Ajoutez sur le plan de la région la carte lieu numéro 2. L'excitation de cette découverte vous redonne espoir. Vous pouvez réussir. Vous êtes persuadé que l'épicentre du séisme se situe là-bas. Toutefois, les scribes qui ont consigné méticuleusement le résultat de leur observation évoquent à de multiples reprises l'existence de gardiens séculaires qui protègent ce sanctuaire. Ils les nomment les veilleurs. Leur rôle est d'empêcher quiconque d'accéder au cœur du souterrain où vous imaginez trouver le portail. Poursuivant vos recherches, vous apprenez que ces gardiens ne sont pas soumis aux ravages du temps et sont donc forcément nés de la magie. Un des copistes écrit « Immortels, mais pas invulnérables, les veilleurs patientent inlassablement. Une présence, qu'elle soit et quelles que soient ses intentions, les sortira de l'indicible torpeur dans laquelle ils sont plongés, et les veilleurs élimineront cette présence, invariablement. C'est leur seule fonction. Un héros légendaire pourrait les affronter, mais il est impossible qu'il l'emporte. Une armée n'y arriverait pas. Il n'est jamais vraiment expliqué qui sont ces veilleurs, ni précisé leur origine ou l'identité de leur créateur. Vous grimacez. Si le portail est défendu
par de tels gardiens, vous doutez de pouvoir parvenir à les battre, même à la tête de tous vos guerriers. Étant sur le point de délaisser la table de travail, vous parcourez rapidement un mince cahier à reliure de cuir. À la première page est inscrit simplement « Les simulacres ». Le regard enflammé de votre compagnon, à l'heure où son âme franchissait le seuil du tombeau, vous revient en mémoire. Vous vous plongez dans la lecture de ce registre. Dès l'introduction, vous devinez que vous êtes sur la bonne piste. Comme le jour succède à la nuit, la vie à la mort, les rêves au cauchemar, la magie à l'origine de la conception d'homoncules, de golems ou de gardiens recèle dans son essence créatrice son opposé destructeur. Comme le feu s'oppose à l'eau, les simulacres s'opposent aux veilleurs. D'une même pièce, ils sont les deux faces. Au-delà, ils garantissent l'équilibre nécessaire des forces. La genèse des uns eut pour la conséquence l'apparition des autres pour maintenir la stabilité. Le bien existe uniquement car nous croyons éperdument au mal. Ceci est l'une des clés, avait soufflé dans un râle le moribond, ses joues cireuses perlant de sueur à la lueur cuivrée des flammes. Un bruit soudain vous tire de votre rêverie. Vous avez déjà saisi votre arme, mais apercevez fugacement un chat noir qui se faufile entre deux commodes basses à la poursuite d'une souris. Ainsi, le prix à payer pour accéder au portail est d'opposer aux veilleurs une force antagoniste qui serait contenue dans les simulacres. Mais ce ne sont que des statuettes pétries dans l'argile. Les dernières pages du carnet sont arrachées, mais vous découvrez un croquis d'une zone de la région, assez explicite cependant pour que vous parveniez à la localiser. Il est inscrit le village déchiré et à côté, façonneur de simulacres. Ce hameau isolé serait situé au-delà de la marche des géants, sur les versants des contreforts d'une chaîne de montagnes dont vous ignorez le nom. Sous la carte sont figurés deux symboles avec une ultime locution. Le signe de Tau révèle le simulacre. Le signe d'Akvar est le cœur des veilleurs. Sans cœur, point de vie. Ajoutez sur le plan de Morneval la carte lieu numéro 9 et poursuivez vos recherches. Alors. Ok. Bien. Alors, la carte lieu numéro, on a dit, numéro 3. Numéro 3, la voici, le village déchiré. Bon, et ben voilà qui s'achève. Alors, est-ce qu'il me resterait quelque chose? Je vais rejeter un œil vite fait sur ce plan. Peut-être dans l'escalier. Non, rien dans la pénombre. Vous ne le voyez pas, mais je plisse les yeux intensément, de peur de louper quelque chose. Le tapis, on devient paranoïaque avec ce genre de choses, c'est évident. Bon, je ne vois rien de plus. J'ai examiné une dernière fois l'étagère qui est ici. Bien, eh bien écoutez, ça va être tout. Ça va être tout et je pense que je vais pouvoir m'en retourner. Si vous êtes d'accord. Alors, avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer le plan avec mes 3 cartes lieux ajoutées. Donc le sanctuaire, je ne vous l'ai pas montré celle-là, la carte lieu numéro 2, le sanctuaire qui est ici. Voilà. Alors je vous donne un instant, je reviens. Alors me revoici, voici ce que ça donne. Donc j'ai fait apparaître le sanctuaire ici, le marais gémissant et le village déchiré.
Alors ce sont des lieux qui sont apparus qui n'existaient pas, mais il me reste plein de choses à explorer, hein. Donc la douane fluviale, la fontaine chuchotante, le château de Belfroid, la rivière engloutie, Zagobar le marchand ou le hameau sous la colline. Il me reste plein de trucs à faire pour tout vous dire. Mais ce sera, écoutez, est-ce que je continue encore un petit peu ou pas? Oui, je vais retourner donc à l'auberge et puis bah, je vais aller voir. Enfin, j'espère que je ne vais pas avoir de problème à l'auberge pour tout vous dire. Alors, est-ce que je les prends en photo? Le signe de taux, le signe d'Agfar. Donc ça, c'est pour les mettre, pour révéler un simulacre. Et ça, c'est pour le cœur des veilleurs. Sans cœur, point de vie. Bon, je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Alors, allons-y. Donc, je vais retourner voir ce que ça donne. L'auberge de la halte. Alors, c'est pour une visite supplémentaire, donc je vais me rendre directement au 41. De retour à l'auberge, vous pouvez de nouveau explorer les lieux en examinant les fiches A1, A2, A3 et 4. Une fois votre curiosité assouvie, poursuivez votre aventure où bon vous semblera sur la carte de Morneval. Alors d'abord, je vais me rendre au 10, qui est l'auberge. Parce que je crois... Alors... Donc je relis le paragraphe que j'ai déjà lu. Je vais directement... alors si vous détenez le code « Une arrivée tardive », rendez-vous immédiatement au 34. Là, j'ai un petit doute de compréhension des règles. Est-ce que je vais au 34? Rien, sauf erreur, ne m'a demandé d'effacer ce code. Bien, bah écoutez, après quelques recherches, moi je pense que ce code arrivée tardive est à effacer, et ça me paraît être un petit bug, est à effacer, de façon à passer à ce paragraphe, et dans tous les autres cas, rendez-vous au 38. Parce que lorsqu'on refait une arrivée tardive, on rencontre à nouveau le capitaine, ce qui ne me paraît pas cohérent du tout, et si quelque chose ou un paragraphe nous disait de l'effacer lors de la deuxième visite, ça prend tout son sens. Donc là, j'irai plutôt, si vous voulez, en 38, mais je vais demander confirmation à l'auteur. La douce chaleur de l'âtre, les fumets appétissants émanant de la cuisine à la faveur des pulsations de la porte battante, la ferveur des lieux, tout cela vous enjoint inexorablement à vous attabler pour vous restaurer. La fréquentation continue de l'établissement, passage obligé pour les commerçants traversant Ostérion, émousse toutefois votre enthousiasme. De plus, le tremblement de terre a mystérieusement attiré un flot assez incessant d'aventuriers pressés. Parmi toutes ces silhouettes, franchissant le seuil de l'auberge, combien d'oreilles indiscrètes, d'yeux inquisiteurs, combien d'espions du baron ou de l'énigmatique ordre. Vous pouvez décider de vous reposer une seule fois à la suite de la visite d'un autre lieu de la région afin de récupérer un peu d'énergie avant de poursuivre votre quête. Rendez-vous alors au 4. Dans le cas contraire, vous ne vous attardez pas. Donc je vais au 4. Vous commandez un tranchoir copieusement garni de viande juteuse, une chope de cette bière ambrée dont vous avez apprécié l'amertume lors de la discussion avec votre second et goûtez à un peu de repos. Lancez un dé, bénéficiez d'un modificateur de +1 si vous possédez le don de bonne fortune. Eh ben, ce n'est pas le cas, malheureusement. Je n'ai pas bonne fortune, donc je lance un dé. Ça sera un 3, et donc je vais au 31. Si vous êtes Thrall gagnant, diminuez de 1 point votre score de résolution. Eh bien, alors je suis à 9 en résolution. Dans la torpeur lénifiante de cette atmosphère chaleureuse et conviviale, vous perdez la notion du temps. Juste assez pour reprendre un peu de force. Lancez de nouveau un dé, ajoutez 1 si vous possédez le don bonne fortune ou inaltérable. Sur 1 à 4, vous récupérez 2 points de vie. Sur 5 à 6, 4 points de vie. N'oubliez pas que vos points de vie ne peuvent excéder leur score de départ. Aïe. Donc, hop.
eh bien ça sera 4 points de vie. Donc je remonte, j'étais redescendu à 16, je remonte à 20. Je remonte à 20. Alors j'ai du mal, sur une fiche imprimée en couleur, les choses ne s'effacent pas bien, si vous voulez. Ça, c'est un peu fâcheux. Alors il est temps d'aller au pied de mon arbre, n'est-ce pas? Donc je vous rappelle qu'il y a un numéro ici qui est le 13 et je vais ajouter 22 pour me rendre au 35. Vous vous demandez si cet endroit dont parlait Thalède le vagabond. Dénichant opportunément une pelle dans l'écurie, vous entreprenez de creuser au pied du chêne. Après quelques essais infructueux, le godet rencontre un obstacle inattendu dans un choc sonore. Vous redoublez d'efforts quand vous exhumez le couvercle bosselé d'une boîte en métal. Une fois déterré, le sarcophage rouillé vous révèle son contenu. La statuette ciselée d'un aigle royal reposant sur un écrin de velours semble vouloir prendre son envol. Si vous le désirez, emparez-vous du simulacre de l'aigle que vous trouverez dans les cartes du jeu. Vous rebauchez sommairement les trous avant de quitter l'endroit. Le simulacre de l'aigle. Alors, je vais vous le montrer avant de vous abandonner. Il y en a beaucoup des simulacres, pour tout vous dire. Alors l'aigle, il est où? Eh bien, pour tout vous dire, je ne le trouve pas, ou alors je l'ai loupé. Merde. C'était le premier. L'aigle royal, le voici. Eh bien, ça m'en fait 3 déjà. Eh bien voilà, on va se quitter là. C'est passionnant. C'est totalement passionnant. Alors, nul doute que comme tout livre dont vous êtes l'héros, peut-être qu'à la deuxième lecture, forcément, il n'y aura pas le plaisir de la découverte. Mais là, quelle claque! Rien qu'un essai, si vous voulez, pour moi, ça vaut le prix. Ça vaut le coup. Donc, j'ai encore fait une vidéo d'1 heure. Je pense qu'il va me falloir presque 4 heures. Alors c'est vrai que je vais moins vite en vidéo que si vous le lisiez chez vous, mais 4 heures pour le prix qui est demandé pour ce livre, moi je trouve ça dérisoire. Enfin peut-être pas dérisoire, mais très très raisonnable. Et moi je trouve ça faramineux. L'intrigue est intéressante. On ne sait pas bien qui sont les gentils, qui sont les méchants. Cet ordre, que représente-t-il? Que veut-il? Ces veilleurs, donc maintenant on connaît l'origine du titre de cette aventure. Et ma foi, je suis impatient de faire la suite. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. J'espère à bientôt sur la chaîne. Ciao, bonsoir.